Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode du podcast live d'Anywhere Uni. Alors, si vous nous suivez en live, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions à notre invité directement dans la section commentaires. Si vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer ou sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre nos vidéos. C'est un podcast hebdomadaire, donc chaque semaine, on a un nouvel épisode qui sort, soit avec un responsable d'admission, soit avec un ancien élève. Et alors, j'ai toujours une émotion particulière quand je fais ces lives avec un ou une ancienne élève que j'ai souvent pas vue pendant 1 an, 2 ans. Ça permet de prendre des nouvelles. Et ce soir, c'est l'occasion puisque je vais échanger avec Inès, qui est aujourd'hui en 2e année à Bocconi. Bonsoir Inès, comment vas-tu? Bonsoir, je vais très bien, merci. C'est un plaisir de te revoir. En général, on attend toujours la 2e année parce que c'est souvent un petit peu tôt en première année, le temps que vous preniez un petit peu vos marques dans le programme, que vous preniez un petit peu du recul par rapport à l'expérience de candidature et puis à la transition à l'université. Mais je pense que 2e année, tu es prête à parler de Bocconi et à échanger sur ton parcours et ton expérience? Oui, je pense aussi, j'ai énormément grandi pendant ma première année. Je pense que j'ai une vue assez, claire de comment ça marche, maintenant. Parfait. Alors donc tu es étudiante, tu es en 2e année du programme de Mathematics and Computing for AI, c'est ça le nom? Oui, Mathematics and Computing Sciences for Artificial Intelligence. OK, ça c'est le nom officiel complet. Parfait. Donc on va parler évidemment de ton expérience à Bocconi, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton parcours, que les parents et les étudiants qui nous écoutent, puissent bien, comprendre, voilà, d'où tu viens aussi, c'est important. Donc toi, où est-ce que tu as vécu? Où est-ce que tu as été au lycée? Quels étaient tes spé? Et ton enfin voilà, ou ton curriculum, qu'on comprenne un petit peu d'où tu candidatais. Alors j'ai commencé, mon parcours scolaire aux Pays-Bas. J'ai vécu 10 ans, à La Haye. Et puis, au lycée, j'ai déménagé aux Émirats, à Abu Dhabi, dans l'école française. J'ai fait toute ma scolarité dans le système français. Arrivée au lycée, donc période covid, j'ai pris les spécialités, maths, NSI, donc c'est les sciences de l'informatique, et HDGSP, par passion et pas pour garder les portes ouvertes. Ouais, et tu oui, tu vraiment choisi les spé qui t'intéressaient le plus. Tu as mis de côté la physique-chimie, en te concentrant sur les spé qui t'intéressaient le plus, c'est ça? Oui, j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire à l'époque. Et voilà, donc tu te disais: «Je garde les portes ouvertes». Tu as pris maths expert aussi en terminale? Oui, et maths en anglais, ça s'appelle, DNL dans l'établissement où j'étais. OK, et tu faisais aussi des maths en anglais en plus, donc pas mal d'heures de maths en terminale? Oui, j'avais, il me semble, 11 heures de maths, par semaine avec l'ESP, la maths experte et la linguistique. Ouais, donc pas mal de maths. En termes de nationalité, tu as quoi comme citoyenneté? J'ai 3 passeports, le passeport français, marocain et bulgare. Super. Bon, ça nous donne un petit peu le contexte. Avant de rentrer sur Bocconi spécifiquement, quel programme tu regardais? Quelles autres candidatures tu as faites? Et avec quoi est-ce que ce programme de Bocconi était en compétition dans ton panel d'universités? J'avais regardé des universités aux États-Unis et en Europe, majoritairement, plus du Royaume-Uni. J'ai fait toutes mes candidatures dans des choses qui concernaient, les sciences de l'informatique. Donc beaucoup des bachelors s'appelaient, computer science. Aux États-Unis, j'avais postulé pour les grandes, universités, puisque, enfin, quand on va là-bas, autant, viser les étoiles. Georgia Tech, MIT, Princeton, Stanford, tout ça, UCAS. J'avais, fait King's College, UCL, Édimbourg, Imperial, et puis en Europe, j'avais aussi tenté les Pays-Bas avec, TU Delft, TU Eindhoven, et en France, j'ai eu tout, ce pour j'ai postulé sauf, Polytechnique, Dauphine, hem, pardon, j'avais essayé Dauphine, Sorbonne, Paris, le bachelor Centrale Supélec McGill, et puis, le bachelor de l'X. Alors dans les choix que tu as eus, heu, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a fait te positionner au final choisir, Bocconi? Principalement parce que pour moi, c'était un peu, le mélange de tout ce que je voulais. Je voulais pas forcément rester en France malgré, j'avais beaucoup été sur le bachelor de Centrale Sup, McGill. Hem
Mais pour moi, l'Italie, c'était vraiment parfait puisque j'ai pas eu mes choix aux États-Unis et puis, le Royaume-Uni aussi, je pensais beaucoup à Édimbourg, mais au final, j'ai bien aimé le bachelor enfin le programme, les matières de Bocconi, puis l'environnement me paraissait vraiment parfait et je me voyais vraiment vivre à Milan. Donc, j'y suis aussi quand même un peu allée au feeling. Alors, on va parler un petit peu d'abord de ta candidature. T'as pas tenté le test de Bocconi? Non, j'y suis allée avec le SAT. Enfin, quand j'ai fait ma candidature, il y avait, 3 choses qui étaient prises en compte: l'essai, la lettre de motivation, un score de test et puis, le CV. Et les bulletins aussi? Ah oui, les bulletins évidemment. Ah oui, oui, tu peux dire ta note évidemment au SAT. Donc j'ai eu 1520 au SAT, 750 en maths et 770 en anglais. Tu l'as passé plusieurs fois? Oui, je pense que j'ai dû le passer, 3-4 fois. Il me semble 3 fois. Oui et puis sur les 3 fois, je suis passée d'un score, il me semble 1350 à 1520 quand même. Il y avait eu beaucoup Ouais, de voilà. Mais au démarrage, tu étais, quand même déjà au-dessus de 1 300. Ça, c'est important, hein, de le dire. On va pas parler forcément de ton CV et de ta lettre de motivation puisque c'est des éléments qui ont été supprimés, du processus de recrutement à Bocconi. Maintenant, on est à 100 sur bulletin, de seconde et de première, et test standardisé, soit le test Bocconi, soit le test SAT. On est à 55 sur le test, 45 sur les bulletins en termes de poids. Ils font un GPA, donc la moyenne, sur les bulletins et puis après, ils regardent également le test. Quand tu avec du recul, et puis avec tes amis autour de toi, est-ce que tu vois plus d'étudiants internationaux qui sont rentrés avec le SAT, plus avec le Bocconi Test? Est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à ça? D'après moi, je connais plus de personnes qui ont fait le SAT parce que c'est un test qui est plus standardisé. Il y a beaucoup plus de contenu pour, pouvoir le réviser et puis, en général, on dit que les maths du SAT, c'est plus standard ou alors il suffit d'apprendre, simplement, enfin, il y a avec les 1000 ressources qui existent, les maths à la manière américaine. Alors que le test de Bocconi, je connais aussi quand même beaucoup de personnes qui sont rentrées avec, mais il y a moins de contenu pour, réviser et puis c'est basé sur le système italien en mathématiques qui, je trouve, est un peu plus poussé. En tout cas, les Italiens, à la Bocconi paraissent avoir, un niveau en mathématiques qui est un peu supérieur aux internationaux qui ont fait l'IB, selon moi. Puis aussi, ils ont eu 1 an de plus, au lycée. Donc, personnellement, j'ai pas fait le test de Bocconi, donc je peux pas trop parler sur, enfin, pour comparer les niveaux. Mais j'aurais dit que le SAT, c'est une option un peu plus, un choix plus commun pour entrer à Bocconi. Ouais, ouais, c'est ce qu'on conseille aussi, hein, en termes de pouvoir le passer, dès la première plusieurs fois, de pouvoir s'entraîner en ligne, avec toutes les ressources comme tu disais, c'est effectivement ce qu'on conseille. Je sais, de sources sûres, de Bocconi de la semaine dernière que la moyenne cette année pour le premier tour là donc il y a 3 rounds, on va en parler, aussi avec toi tout de suite. Il y a 3 rounds à Bocconi, 3 moments où on peut candidater. Sur le premier round là qui était fin septembre, la moyenne au SAT était de 1 460. Donc c'est évidemment extrêmement, élevé. Et c'est pour, vous donner un ordre d'idée, si la moyenne est à 1 460, voilà, on est plutôt sur souvent des élèves qui ont du 1 480, 1 500. La Twiness, c'était 1 520, si on veut assurer une offre. Tu te rappelles si tu avais candidaté au premier, deuxième ou troisième tour? Il me semble que j'avais candidaté au premier tour, mais que j'ai ensuite retiré ma ah non, j'ai pas candidaté au premier tour. J'ai candidaté à la session d'hiver, novembre, il me semble. Parce que la session de septembre, il fallait, valider l'inscription et puis payer les frais. Alors que, enfin, à ce moment-là de l'année, on n'a pas encore les résultats des autres universités. C'est ça. C'est on va dire la seule raison de ne pas se lancer sur le premier tour, s'il y a des élèves qui nous écoutent qui sont en seconde ou en première, le premier tour, est sûrement augmente un petit peu les chances d'admission, le troisième tour est définitivement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. On déconseille aux élèves c'est vraiment pour les dernières places qui restent, donc il faut forcément viser les 2 premiers, ça c'est certain. Mais c'est vrai que la difficulté quand on vise le premier, c'est qu'on a une réponse. Là, les élèves ont reçu leur réponse la semaine dernière, donc mi-novembre. Et dans les 2 semaines, il faut un déposit de 5 000 €, heu, pour, bloquer, réserver la place à Bocconi. Et donc ça, c'est sûr que c'est un engagement. Alors si Bocconi est votre numéro 1, de manière certaine, voilà, c'est ça, c'est possible. Mais sinon, c'est vrai que
le deuxième tour permet d'avoir une réponse en même temps que le reste et de pouvoir plus un peu décider est-ce qu'on se positionne sur Bocconi ou pas. Très bien. Donc, ok. Au niveau de tes bulletins, tu étais sur quoi comme type de moyenne? Au baccalauréat, j'ai eu, la mention très bien avec félicitations du jury, j'ai eu 18 de moyenne. Sur mes bulletins, je me rappelle plus vraiment, mais il me semble que j'ai toujours été au-dessus de 16 de moyenne sur, mes années de lycée, à part dans les matières, secondaires, mais en mathématiques, en français et cetera, entre 16 et 19. Ok, super. Donc, bon, bah, la lettre de motivation, on va pas en parler plus que ça. Elle existe encore pour le double diplôme Bocconi HEC. Euh, et puis, il y a aussi un Kira Assessment, un entretien en ligne pour ce double diplôme-là. Mais sinon, c'est vrai que maintenant, ce n'est plus utilisé, plus de CV, plus de lettre de motivation. Donc, on est vraiment sur le SAT et les bulletins. Et plus on a des bulletins élevés, plus on peut se permettre d'avoir un SAT un tout petit peu plus bas. Mais quoi qu'il arrive, si la moyenne est à 1460, ça vous donne une idée. En dessous de 1450, même avec d'excellents bulletins, je pense que c'est très, très, très compliqué d'intégrer Bocconi actuellement. Super, donc tu reçois ton offre, vous payez le dépôt pour bloquer la place. Ensuite, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont attendu de voir ton bac? À quel moment, comment ça s'est passé pour le logement? Est-ce qu'ils ont attendu de recevoir ton diplôme de manière officielle? Est-ce que tu te rappelles un petit peu des étapes entre le moment où tu as reçu ton offre, tu as réservé ta place en payant les frais de dépôt et puis ton entrée à l'université? Alors ça reste un peu lointain, mais il me semble qu'ils avaient demandé mon bulletin, du de la dernière année, au lycée et mes notes, du bac. Je me rappelle plus exactement de la condition, mais il me semblait que c'était écrit de maintenir, les résultats actuels, enfin donc évidemment de pas arrêter de travailler. Et il y avait pas de, comment on dit? Réquisite, pour la note au bac, ils ont pas demandé de mention, heu, contrairement à, par exemple, l'université de Lucas qui me semble demander beaucoup ça. Ouais. Hem, pour le logement, il y a il y a pas eu beaucoup d'assistance étant donné qu'à Bocconi, ça se fait dans une sorte de compétition pour avoir un logement étudiant. Il faut se connecter à l'heure, à un jour précis et puis être le premier à cliquer pour, obtenir son logement. Donc moi, j'ai beaucoup essayé. Peut-être que ça dépend de là où on est par rapport au serveur de Bocconi, mais c'est très difficile d'obtenir, un bon logement, dans les résidences à Bocconi. Il n'y a pas beaucoup de place? Non, il y a, il me semble, 5 résidences. Enfin, non, il y a quand même, de la place, mais ça dépend de la résidence dans laquelle on veut être. Il y en a qui sont plus ou moins bien réputées, mais par exemple, pour la meilleure, Castiglioni, c'est vraiment très compliqué d'avoir un bon appartement, hem, puis en plus on choisit pas ses colocs et cetera. Hem, pour les logements, en fait, je connais beaucoup de personnes qui sont en logement étudiant, logement alternatif ou dans leur propre appartement, plutôt qu'en résidence. Bah, en deuxième année, évidemment encore plus, dès qu'on est installé, mais même en première année, c'est très divisé dans les résidences et puis à Milan, il y a la crise du logement, donc je dis que le logement, c'est pas la partie la plus évidente, de la vie à Bocconi. Alors, du coup, comment vous faites pour trouver un logement, une coloc étudiante? Il y a quand même un marché pour les étudiants internationaux, pour les chambres étudiantes? Il y a un marché, il y a des groupes WhatsApp, des choses comme ça qui sont faits, mais la dans la plupart de mes amis, quand ils sont arrivés à Milan, en août, ils avaient aucun logement. Des amis qui ont trouvé leur appartement juste dans la rue à demander à des gens, «Bah, tiens, est-ce que tu es étudiant? Est-ce que je peux être ta coloc?» Hem, donc je trouve en général, c'est très compliqué, surtout si on s'y prend à la dernière minute. Donc évidemment, il faut essayer le plus de click day possible. Donc c'est la journée où on doit se connecter sur le site de Bocconi pour, essayer d'avoir sa place en résidence, parce que ce sera les options les moins chères. En tout cas parce qu'il y a quand même beaucoup d'appartements à Milan, mais la difficulté, c'est d'avoir quelque chose qui est proche du campus, pas en dessous du périphérique, même s'il y a des résidences de Bocconi qui sont en dessous du périphérique. Hem et puis, bah, évidemment un prix raisonnable. C'est quoi les prix à peu près d'une chambre ou en coloc ou à Milan?
pour le résidence étudiante, ça peut aller il me semble, 650-700 jusqu'à 1 000. 1 000, c'est vraiment dans le cas où on a un studio à soi tout seul, à Castiglioni, et la résidence la plus prestigieuse, et ce qui arrive, vraiment pas, à part pour les étudiants master. J'aurais dit que pour les résidences, c'est autour des 800 € par mois. Pour les résidences alternatives, pour les étudiants, donc il y aura pas forcément que des étudiants de Bocconi, mais ça reste proche du campus. Ça peut monter très, très haut, puisque c'est vraiment un environnement où tout est sécurisé, tout est fait. Là, ça peut aller, 1 300 € le mois, ou plus, ou moins, ça si on a des colocs, si on préfère vivre en studio. Et puis après, pour les appartements à Milan, le plus on est proche du campus, le plus ça peut grimper, jusqu'à 1 400 si on est seul. En coloc, ça peut faire, en général, dans mes amis, c'est 700-800 € par mois, le même prix que les résidences, heu, avec ou sans les prix, d'électricité, tout ça. Et si on s'éloigne vraiment loin du campus et qu'on cherche, vraiment un truc pas cher, on peut trouver des choses à 400, 500 € le mois, même 300, en coloc. Mais là, il faut parler italien, et puis souvent, les propriétaires, sont assez difficiles, les prix peuvent être un peu, montés avec le coût des factures. Donc ça dépend vraiment de la chance qu'on a, et puis surtout de pas, la question est de pas vivre à 40 minutes du campus. OK, merci pour ça sur le logement à Milan. Comment ça se passe là, le démarrage, est-ce qu'il y a un peu Freshers Week, une semaine d'intégration? Comment vous êtes accueillis? Est-ce qu'il y a des groupes, WhatsApp, des groupes, avant d'arriver? Comment ça se ou est-ce que c'est vous débarquez, vous vous débrouillez, et puis on démarre les cours? Alors pour le coup, l'installation dans le logement, c'est très difficile, mais quand c'est intégration, Bocconi est vraiment très fort. Chaque année, il y a une centaine de groupes WhatsApp qui sont faits par les différentes associations, hem, par la Bocconi elle-même. C'est vraiment très difficile, enfin à mon avis, de se retrouver seul, parce que chaque jour, en fait, dans la semaine d'intégration, il y a des événements tous les jours, où pour chaque événement, par exemple, qui sera en boîte ou dans un bar, tout est déjà très bien organisé, mais il y a des petits comités qui se rejoignent avant chaque événement. Hem, on peut rencontrer des gens qui sont comme soi, parce qu'il y a vraiment une énorme quantité de groupes WhatsApp, et j'ai l'impression que les personnes qui rentrent à la Bocconi, à chaque fois, elles sont vraiment, vraiment très déterminées pour, trouver leur communauté dès le début. Hem Et je pense qu'il y a aucun souci à se faire sur l'intégration. On est très bien accueillis à l'université, mais ça, c'est souvent par les associations de l'université, pas directement fait par l'université elle-même, qui sont trouvables, sur Instagram, hem, enfin, et sur toutes les plateformes, possibles. Mais l'université elle-même aussi organise des événements d'intégration, hem, dès le début des cours, puisqu'il y a souvent une semaine préparatoire de cours où on rencontre un peu sa classe, ou les gens qui sont dans notre cursus, qui qui font des événements, de classe, heu, donc pour aussi rencontrer les gens de sa classe, parce que sinon, ce qui risque de se passer, ce qui peut arriver, c'est de rencontrer que des parce que tout le monde est sympa, tout le monde boit, de rencontrer des gens qui sont pas du tout dans le même cursus, et puis qu'on reverra pas, du tout pendant l'année. Mais niveau intégration, c'est très, très, très complet, et dès le début, les associations se créent. Hem, il y a des comptes sur Instagram où on peut rencontrer toutes les personnes qui arrivent, cette année. Hem, donc oui, j'aurais dit que bon, ça se passe comme ça, et ça se passe. Et alors, comment ça se passe au niveau social? Est-ce que les étudiants internationaux restent entre eux, les Français avec les Français, les Marocains avec les Marocains, les Chinois avec les Chinois? Ou est-ce qu'il y a des groupes comme ça, mais il y a aussi des groupes plus mixtes? Est-ce que les Italiens se mélangent aussi aux internationaux? Comment est-ce que ça se passe, la dynamique entre les différentes nationalités? Alors j'aurais dit que la vie sociale à Bocconi est vraiment exceptionnelle et très, très, très diverse. Donc évidemment, tout ce dont vous parlez, ça existe. Il y a beaucoup de groupes, qui sont formés sur les nationalités. Dans une classe, on voit
en rentrant que les Italiens ont tendance à rester entre eux, les internationaux entre eux également. Mais personne n'a forcément de vice contre les autres gens. C'est juste que, il y a clairement quand même une tendance à s'associer aux gens qui ont la même culture que soi. On voit vraiment le changement, sur la première année. Au début, tout le monde essaye de parler à tout le monde. Les Italiens font beaucoup d'efforts en anglais. Hem Et puis, enfin, même les internationaux font des groupes qui sont, très, très mélangés. Mais au fur et à mesure qu'on avance, dans les semestres, on voit que ça a tendance à plus se réunir et puis il y a des associations qui se forment, qui sont basées sur la culture. Donc par exemple, pour les Français, il y a la French, à Milan. Donc pour tous les événements, qu'ils organisent, c'est majoritairement des Français. Mais évidemment, il y a énormément de groupes d'amis qui sont mixtes. Moi, j'en fais partie d'un. Je trouve qu'il y a c'est un peu une grosse inquiétude heu, que je me faisais avant de venir. C'était de finir avec, que des francophones ou finir avec des internationaux et de me sentir limitée, niveau social. Mais je trouve que c'est absolument pas le cas. Et puis même s'il y a des groupes qui sont formés, c'est extrêmement, je redis que les personnes ici ont une personnalité qui a tendance à être très ouverte. Donc c'est toujours facile heu, d'être dans n'importe quel groupe, juste simplement en rejoignant l'association. Par exemple, enfin l'association, comment ça s'appelle? Africaine à Bocconi, bah, il y a de tout le monde, il y a des Polonais, il y a bon, il y a des Italiens, enfin il y en a de tout. Très bonne vie sociale à Bocconi, aucun problème de ce côté-là. On se fait des amis vite, voilà, beaucoup de groupes qui accueillent, c'est super. Ça doit dépendre de la personne quand même. J'ai entendu quand même, d'expériences, enfin d'amis que j'ai qui disent qu'ils ont du mal à trouver des choses, enfin des choses à faire le week-end, tout ça. Donc évidemment, je pense que ça peut arriver à n'importe qui quand on vit seul. C'est difficile enfin d'essayer de s'introduire dans des événements, mais je trouve qu'à la Bocconi, c'est vraiment bien fait. Suffit juste de pas avoir peur. C'est vraiment, je pense, une question de volonté parce que personne n'a jamais refusé à ce que, quelqu'un d'autre soit là. Un événement, toutes les soirées sont postées publiquement sur Instagram. À chaque fois, il y a des pré-événements où c'est en plus petit groupe. Donc je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité, et des intérêts, mais il y aura, à mon avis, à la Bocconi, il y aura toujours des personnes qui correspondent. Il faut simplement les trouver et je vois de plus en plus de personnes qui étaient seules, au début dans les premiers semestres et qui, au final trouvent leur place, plutôt bien, en ce début de deuxième année. Parfait. Alors, parlons du cœur du sujet, hein, tu es quand même étudiante. Donc, au niveau du programme, au niveau académique, quand tu as démarré, quelles ont été les surprises? Quel était le rythme? Euh, voilà, les formats des cours, des amphis, des plus petites classes, travail à la maison, nombre d'heures de cours, niveau par rapport au bac français. Comment est-ce que tu as vécu cette transition? Donc je parle de mon programme. Parle de ton programme et puis après tu peux nuancer avec d'autres programmes. Mais donc rappelle ton programme, hein, le nom de ton programme, c'est Bachelor of Mathematics and Computing Sciences for Artificial Intelligence. Hem, alors on est une classe, au début, on était une classe, d'environ 100 personnes. On est descendu à environ 65, au bout d'une année, des personnes qui ont pas passé l'année ou qui ont abandonné, qui ont pas réussi à passer les examens. C'est un des programmes qui perd le plus de personnes, sur la première année notamment. On sait pas forcément pourquoi, mais, ça reste, on dit apparemment que c'est le programme le plus difficile de la Bocconi. Donc, oui, on a perdu une grande partie. Mais, donc tous les cours se font avec toutes les personnes de la classe, contrairement aux autres programmes de la Bocconi où par exemple, chaque semestre ou chaque année on va changer les classes. Nous, on est un groupe, donc dans les cours se font en amphi pour tous les bachelors à part, s'il y a des cours spécifiques en laboratoire ou en session d'exercice. Mais c'est pas si mal que ça, les amphis ne sont pas très grands, c'est des salles. Hem, je trouve que la la Bocconi, la manière dont c'est fait, et puis les ressources qu'on a en cours, c'est vraiment extrêmement bien organisé puisque l'amphi, hem, donc il y a
plein d'écrans qui montrent, le cours. Il y a une vue forcément, peu importe où on est dans la salle. Les profs ont tous des microphones. Hem, Niveau technologie, c'est très, très bien fait. On se sent pas, tout seul dans une salle énorme, où on n'entend pas le professeur, où on voit rien en tableau. Hem, Puis même les tableaux sont faits de manière à ce que le prof écrit quelque chose et puis après il remonte le tableau, donc tout le monde peut voir même sur le fond. Les salles ne sont pas remplies non plus. Hem, quoi d'autre? Donc j'aurais dit que pour les cours, Heu, c'est très bien fait et puis la quantité de personnes dans la salle est très raisonnable, c'est facile de suivre. Par contre, dans mon cours, la présence n'est pas obligatoire, donc on voit quand même que, le nombre de personnes présentes au cours s'effiloche, très rapidement dans l'année. Hem Et puis il y a potentiellement, les cours deviennent moins productifs dès que moins de personnes, viennent. C'est ce que j'ai remarqué. Sur ce genre de taille de classe, on peut participer facilement, on n'hésite pas à lever la main? Il y a pas vraiment beaucoup de participation aux cours, en tout cas dans mon bachelor, à part par certaines personnes qui, enfin, se proposent pour, répondre à des questions par-ci par-là, mais c'est vraiment pas une grande partie du cours. Ça reste un cours magistral, donc qui est basé sur des slides souvent ou alors, les professeurs ont une tablette, ils écrivent les cours sur leur tablette, ça se projette derrière eux. D'autres, ont des slides et puis écrivent au tableau des compléments, des exercices. Hem Mais à part en session d'exercice qui sont que quelques petites heures par semaine et puis encore, en cours normal, on est peut-être 40-30 personnes dans la salle. En session d'exercice, c'est vraiment très facile à ce que ça descende à 15. Donc là, oui, il peut y avoir de la participation, mais, même en session d'exercice, les professeurs montent l'exercice et puis ils répondent eux-mêmes. C'est pas un bachelor qui est très basé sur la participation. Mais alors pourquoi tu disais, que s'il y a moins d'élèves, il y a moins de d'émulation ou de Ah non, mais je voulais dire, par le professeur, en fait. On voit qu'ils deviennent moins motivés, potentiellement au bout du semestre, enfin que ça avance moins vite et puis du coup, ce qui décourage, de plus en plus de personnes à ne pas venir en cours. Donc au début du premier semestre de première année, donc évidemment, il y a peut-être 70 personnes sur les 100 qui viennent en cours parce qu'il y a aussi des élèves qui sont en comment ça s'appelle? Qui le font de chez eux dès le début ou même d'un autre pays. On a des élèves fantômes comme ça. Et puis en fin de semestre de seconde année, il y avait vraiment maximum 20 personnes, dans chaque cours. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à tenir en compte si on aime bien un environnement où la classe est très soudée. Hem, Bah, il faut faire attention parce que je trouve que quand même il y a pas vraiment un grand esprit de classe. Que les gens ont quand même tendance à rester en groupe, à ne pas participer aux cours à part quelques personnes. Donc c'est pas comme dans le système français où tout le monde se connaît et puis on répond et puis on parle au professeur. et c'est ceux qui viennent en cours qui réussissent le mieux? Ce serait difficile à savoir puisque on peut pas connaître les personnes qui viennent pas en cours, mais j'aurais dit que oui quand même. Les personnes qui viennent régulièrement en cours ont tendance à avoir des meilleures notes, enfin surtout les personnes évidemment qui se mettent au premier rang. Hem, oui, puis bon après corrélation, causation, à voir, mais oui, il faut moi je mon conseil personnel à la Bocconi, même si aucun des cours n'est obligatoire, on peut techniquement faire le bachelor de chez soi. On a toutes les ressources, puis même les cours sont pris en vidéo souvent, donc on peut tout faire de chez soi, même dans notre continent, mais de venir en cours, c'est vraiment très, très utile à la réussite. On le voit dans les résultats des gens, que quand ça va venir en cours, ça devient plus difficile. Puisqu'après on a l'impression d'avoir le double du travail à la maison au lieu d'aller en cours et puis après de travailler, chez soi. Et alors le niveau, s'il y a des élèves qui décrochent, pourtant, l'entrée est déjà très sélective, hein, la barre est haute. Hem, est-ce que toi, tu as donc toi, profil à 17-18 de moyenne avec, maths expert, spé maths experte, comment tu as senti la transition? J'ai quand même senti la transition extrêmement difficile comparée au système français. Hem, c'est vraiment, un bachelor qui demande beaucoup de travail, heu et puis les cours souvent c'est enfin on y va et puis on comprend pas, on n'est pas concentré. Même les élèves les plus intelligents de la classe sont en train de
jouer à des jeux sur leur PC pendant les cours et puis après ils le retravaillent chez eux. Hem, je trouve que c'est vraiment très dur de se trouver une méthode de travail quand on arrive, dans ce bachelor-là, parce qu'on ne sait absolument pas à quoi vont ressembler les cours et puis, souvent les professeurs, mettent en ligne progressivement les cours, enfin, après les avoir faits. Donc on peut pas savoir à quoi s'attendre au prochain cours. On peut pas forcément se préparer, puis même des fois les examens des années précédentes, il y en a pas, hem, ou alors pas assez. Donc on ne sait pas à quoi va ressembler l'examen, on sait pas quoi écouter en cours. Moi, ça a été ça mon problème, principal, où par exemple en France, on est très concentré sur la théorie, par exemple en mathématiques sur les enfin non, quoique, on est plutôt concentré sur des exercices, mais après en cours, quand ils le font, magistralement, c'est beaucoup de théories, de théorèmes et de preuves et puis, c'est vraiment difficile de se retrouver dans qu'est-ce que je enfin, ce sur quoi je dois me concentrer, quand je travaille pour travailler efficacement parce que quand même, si on travaille pas efficacement, ça fait beaucoup de travail. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment académiquement très intensif et puis je comprends qu'il y ait, autant de personnes qui décrochent. Beaucoup de mes amis ont du mal avec leurs notes, beaucoup de personnes gardent les examens pour plus tard. C'est quelque chose qui se fait beaucoup à la Bocconi. Ça veut dire quoi, garde les examens pour plus tard? Il y a beaucoup de flexibilité sur, les examens et puis la date à laquelle on les prend. Il y a un nombre, minimum de crédits qu'il faut pour passer l'année et c'est très facile de passer le strict minimum ou de faire que les examens faciles et puis de garder, hem, d'accumuler en fait les examens à faire sur les années précédentes, pour soit avoir une meilleure note ou simplement parce qu'on n'a pas réussi à avoir la note, pour les passer. Mais du coup, ça fait une troisième année de l'enfer si on maintient tout comme ça jusqu'à la fin ou alors faut Ça peut faire une quatrième année, il y a beaucoup de troisième année qui disent: «Bah oui, moi je vais en faire une quatrième, il faut payer un semestre en plus». Hem, mais non, sinon en fait en dernière année et puis en deuxième semestre de deuxième année, il y a un peu moins de charge de travail. C'est vraiment la première moitié qui est vraiment très intense. Donc en fait, on peut faire les examens, puis il y a des sessions en été. Les examens, en fait, ils se répètent, on peut les prendre, à n'importe quelle date. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien fait à la Bocconi. C'est très facile de s'organiser, d'organiser ses vacances, mais aussi, ce qui fait qu'on est toujours en période d'examen. Je trouve que le stress est quand même assez, élevé. C'est un environnement où on n'a pas vraiment de vacances, où, on a beaucoup de mois dans l'année où on n'a pas de cours, mais en fait, on est en attente des examens et puis comme, il y a beaucoup de flexibilité sur les dates, ça fait que, bah, il y a pas de programme, spécifique et puis ça moi, c'est ce qui m'avait beaucoup perturbé le plus ma première année, je pense. oui, ça, on se dit pas: «Ça y est, tous les examens sont faits, et puis, je peux me reposer pendant 3 mois», c'est pas ça, quoi. Non, enfin, techniquement, c'est possible, mais bon, c'est se mettre une grosse charge de travail dès le début. Mais, ça reste pendant l'année, en fait, on est constamment en période de travail et puis il y a pas forcément de temps pour, voyager. À part justement si on le fait pendant les cours et vu qu'ils sont pas, heu, vu qu'on ne doit pas forcément y aller, ben, c'est comme ça que ça commence, de pas aller en cours. Si tu compares par rapport à tes amis qui sont, sur les programmes plus business, est-ce qu'ils ont vécu la même transition? C'était aussi difficile pour eux? Alors pour ce qui est session d'examen, oui, tout le monde trouve ça difficile. La bibliothèque est toujours remplie, c'est vraiment connu que, heu, bah, les périodes d'examen à Bocconi sont intenses pour tout le monde. Après, pour le travail de tous les jours, je pense qu'ils peuvent se permettre un peu plus, de temps libre, de vie sociale, hem, mais ça dépend en fait ça dépend de la personne parce qu'il y a beaucoup de personnes en business qui peuvent travailler beaucoup plus qu'un élève, en bail comme moi. Parce que, il y a énormément d'associations, enfin de travail qu'on peut faire, plus professionnel, mais qui est un peu prise en compte dans leur, bachelor parce que tout le monde en parle et c'est très, très compétitif entre eux et puis ils cherchent vraiment à avoir les meilleures notes possibles. Alors que dans les programmes comme le mien, il y a beaucoup de personnes qui cherchent juste à avoir la note minimale et puis de passer l'année, enfin juste de passer leurs examens. On peut ne pas du tout travailler si on est en business, en bail, on peut pas se permettre ça. Si on parle simplement de passer l'année, mais après pour avoir des notes excellentes, enfin ou juste des bonnes notes tout simplement, il faut travailler de toute façon et je pense que la transition était difficile pour tout le monde.
Ok. Tu arrives quand même à avoir une vie sociale, une vie équilibrée, ou tu as l'impression que tu fais que bosser? Non, je pense que je gère plutôt bien, sur cet aspect-là. Mais c'est juste qu'en période d'examen quand même, ça devient très difficile et c'est très facile de enfin, je connais beaucoup de personnes qui ont fait des burn-out et qui en pouvaient plus, qui ont dû partir pendant, quelques mois, ne plus aller à l'université parce que c'était aussi, chargé que ça. Ouais. Non, mais c'est bien que tu passes ce message parce que voilà, Bocconi, ça fait rêver. C'est sûr que c'est une université qui a la cote en Europe de manière très très forte en ce moment. Et c'est pour ça que les notes à l'entrée augmentent année après année. Mais voilà, il faut voir la réalité derrière. S'il y a une sélection forte, c'est parce que l'expérience derrière est complexe. Même pour des élèves brillantes comme toi, c'est costaud. Donc voilà, ça sert à rien de se dire on va forcer le truc pour essayer de rentrer à Bocconi si derrière on n'a pas une bonne expérience ou on lâche carrément le truc. Et est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais en cours, ce que tu apprends, ça te rend performante pour un job futur? Est-ce que tu vois les skills que tu développes? Est-ce que tu vois les compétences? Est-ce que tu vois la manière de penser? Est-ce que tu te dis, ah ouais, effectivement, c'est costaud, mais euh, je vois que je vais apporter de la valeur dans des structures, dans des business après, ou pour l'instant, tu te dis, c'est quand même hyper théorique, qui nous forme l'esprit, mais j'ai encore du mal à voir en quoi ça va s'appliquer à une réalité professionnelle. Pour le coup, je pense que c'est vraiment spécifique à mon bachelor, mais on fait que de la théorie jusqu'à maintenant. 1re année, il y avait un peu d'économie, enfin, on avait un cours d'économie et puis, mais sinon c'est que des maths, j'aurais dit, et puis de la physique. Toutes nos matières, c'est une forme, alternative des maths, donc on a algèbre, analyse, hem, statistique, probabilité. Ça reste extrêmement théorique, surtout enfin la prem ça dépend de la matière, mais beaucoup de théorèmes et de preuves. Pour l'instant, j'aurais pas dit que ça me forme pour la vie professionnelle, mais après c'est vraiment au second semestre de la deuxième année et puis pendant la troisième année qu'on part dans des choses qui sont un peu plus pratiques. On a des choses en laboratoire, et puis il y a même la neurosciences, machine learning, mais sinon, en bail en tout cas, c'est très théorique et puis justement, c'est pour ça que j'ai des amis qui ont décroché à cause de ça, parce ils avaient l'impression que ça servait à rien et puis d'apprendre, juste, pour apprendre, enfin ou pour devenir mathématicien, ce qui était pas forcément, cherché à faire. Et toi, t'es satisfaite du programme? T'es contente des contenus? Tu trouves ça stimulant, intéressant? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais ou t'as signé pour un truc sans trop te rendre compte de ce pourquoi tu signais? Alors je suis satisfaite du enfin j'ai appris à l'aimer je pense, parce que ça a été quand même difficile, pour moi en tout cas le second semestre de la deuxième année, hem, j'ai un peu pas repensé mon choix mais je me suis dit que c'était vraiment difficile et que, j'avais l'impression de pas pouvoir y arriver, mais au final, non, tout va bien. C'est juste que pour moi, la surprise, ça a été qu'il y avait vraiment pas beaucoup de sciences informatiques, ce qui est vraiment, ce que je voulais faire de base, la computer science et puis, c'est vraiment un bachelor en mathématiques, en mathématiques théoriques, ce qui peut, heu, être très lourd, surtout quand on passe d'un cours de maths théorique à un autre. Puis en plus la physique qui se rajoute, hem, en fin de première année, en début de deuxième année, alors que j'avais pas fait physique au lycée. Petit regret quand même parce que j'avais pas de base. J'aimais beaucoup la GGSP, m mais la physique, je pense que pour son propre, bien-être, il faut en faire avant de venir en bail. Parce qu'il y a le contenu est vraiment moi je trouve que c'est vraiment très difficile et que c'est un cours de physique qui est équivalent à des cours de physique d'université, enfin aux États-Unis et tout, ça ne rigole vraiment pas. Mais, oui, sinon je suis satisfaite du programme et puis je pense que c'est quelque chose qu'on apprend à aimer si on décroche pas, en première année et qu'on se dit pas que c'est trop dur. Puis j'imagine que tu vas voir, ouais, les choses vont s'ouvrir et tu vas comprendre, voilà, que toutes ces maths théoriques, la manière dont ça te permet maintenant après de développer, des programmes informatiques, j'imagine, enfin voilà, des structures algorithmiques, il doit y avoir une raison de pousser à ce point-là au niveau des maths. C'est possible, mais enfin, on a vraiment pas beaucoup de code, dans ce programme, ni de enfin, il y a une base de sciences informatiques en première année, ce qui est vraiment similaire à la NSI, au lycée,
donc enfin, j'ai eu un plus de facilité dans cette matière, mais il faut vraiment pas s'attendre à ce que ce soit un bachelor de computer science parce que c'est vraiment pas le cas. Et puis on sent plus la physique que la science informatique, malheureusement. OK, super. Ouais, si vous avez des questions, pour ceux qui sont, avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions à Inès, avant qu'on termine cet échange, hein, si vous voulez je les transmette, pour que vous puissiez avoir des réponses, que ce soit sur, les candidatures dont on a parlé, que ce soit sur, son expérience, au niveau social, au niveau académique. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions précises à poser, et puis, qu'elle puisse y répondre avant de terminer. Bah, super. Écoute, est-ce que tu vois d'autres choses dont tu as pas parlé qui te semblent, intéressantes à partager? Des conseils pour des élèves qui pensent à partir ou Bah, peut-être juste pour clôturer un peu, j'aimerais dire que quand même, c'est une expérience extrêmement positive pour moi, que j'ai aucun regret d'être venue, dans ce bachelor. La vie à Milan est extraordinaire, c'est une super ville. À Bocconi, tout est vraiment bien fait, et puis il y a vraiment une volonté, tout le monde a la volonté de réussir, donc c'est un environnement qui est très motivant. Il faut juste, garder l'esprit ouvert et puis pas se laisser, emporter ni par la compétition qui peut être dans l'université, ni, enfin par les cours, de se laisser, dépasser un peu, se sentir dépassé. Hem, mais c'est un bachelor que je recommande quand même et ouais, donc je trouve que personne, même si ça peut, j'ai dit beaucoup de choses comme quoi c'était difficile, c'est le cas, mais ça reste faisable. C'est vraiment juste, une question d'études et puis enfin de se mettre au travail et de travailler autant qu'au lycée si on était un bon étudiant et puis, surtout de changer sa manière de travailler parce que, l'université, enfin oui, j'imagine partout c'est la même chose, mais c'est pas du tout le même système, qu'en France. mmh, Voilà. tout à fait. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Inès. Je pense qu'on a couvert tous les thèmes, ensemble et on a dû être assez clair puisque je ne vois pas de questions. Donc je pense que on a couvert tous les points. En tout cas, c'était hyper intéressant d'avoir ton feedback. Bravo, pour ta ténacité, de ne pas avoir lâché, hein, cette, première année qui est un vrai challenge. Je ne réalisais pas, alors c'est effectivement spécifique à ton programme, hein, mais qu'il y avait, autant de décrochage vu le niveau de sélectivité. Je suis pas sûr que tu puisses y répondre parce que c'est une question sur le GPA, sur les candidatures de Bocconi, ils demandent aux élèves de calculer leur GPA, parce que l'école ne donne pas. De toute façon, Bocconi recalcule, hein, vos GPA sur la base des bulletins que vous allez envoyer, donc vous inquiétez pas trop, avec ça. Il faut juste suivre les conseils, mais j'imagine que Inès n'a pas de réponse particulière par rapport à ça. Non, j'ai aucune idée de comment convertir, du système français. Est-ce qu'il y a des bourses? On me demande. Alors, il y a des bourses qui vont, enfin, il y a des 20%, 50%, 100%. Hem, après, pour les obtenir, je trouve que ça dépend beaucoup de la nationalité, et puis de l'économie du pays, d'où on vient. Heu, j'ai remarqué que la majorité des personnes, enfin, en tout cas de ce que je sais, hein, qui avaient des bourses, c'est des étudiants de Turquie. Hem Mais que ça se fait pas trop pour les personnes qui viennent de France, en général. Bah, après, ça dépend de la situation financière des parents, mais oui, il y a des bourses et puis les repas, sont moins chers. Hem, la résidence est également moins chère. Très bien. Question aussi qui est intéressante. Est-ce que c'est possible de redoubler, pour ces élèves qui ont quitté le programme? Comment ça se passe si on rate des examens? Est-ce qu'on est exclu du programme? Est-ce qu'on peut refaire les examens? Oui, alors ça dépend. Si on a simplement pas assez de crédits pour passer l'année, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi assez d'examens, et puis qu'on était vraiment pas à un point, de passer l'année. Alors c'est possible de redoubler, mais ça dépend du pays de lequel on vient. Parce que, par exemple, j'ai un ami marocain qui a pas eu assez de crédit, mais en fait, ils l'ont pas laissé renouveler son visa étudiant parce il avait que le passeport marocain. Mais ça dépend, de la citoyenneté qu'on a. Mais sinon, la Bocconi, en général, par exemple, si on a un passeport français et qu'on réussit pas l'année, on peut redoubler, changer de programme, garder certains résultats d'examen qu'on a eus. J'ai un autre ami qui a pas réussi son année, hem
et qui refait sa première année là dans le même programme. Donc ça, c'est un élève en management et qui a pu garder certaines notes d'examen, donc il a moins de travail à faire cette année. Également, j'ai un ami en bail, donc enfin dans le même programme que moi, qui est passé en management en deuxième année, qui avait certains scores aussi qui se traduisaient, donc par exemple en mathématiques, évidemment, puisque les mathématiques en management sont moins poussées que les mathématiques en bail. Mais donc évidemment, il faut repayer pour l'année. Mais c'est intéressant. C'est plus, je pense, une histoire effectivement de visa d'étudiant italien où il doit y avoir des règles qui disent qu'il faut que l'élève progresse, sinon le visa ça marche pas. Et que c'est pour ça que les étudiants européens peuvent redoubler et pas les Marocains, comme tu disais. Oui, non, mais c'est un exemple, mais j'imagine que tout ce qui est Europe, ça passe plus facilement enfin, puis parce qu'il y a pas besoin de visa. Hem, mais mon ami avait la volonté de redoubler et de recommencer son année, mais c'est juste, ils lui ont dit: «Bah, tu peux pas renouveler ton visa», donc c'était impossible, à part s'il le faisait de chez lui. Ok. Question sur la suite. Qu'est-ce qu'on envisage? Que font les élèves qui font ton bachelor en mathématiques et computing for intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'ils font après? Est-ce que la plupart font des masters? Dans quelles universités? Quel type de programme? Est-ce que tu sais Heu, déjà un petit peu ce que la suite te réserve? j'ai une idée, mais en général, dans mon programme, c'est la question qu'on se pose beaucoup plus que les élèves qui sont en management, parce que Bocconi pousse beaucoup dans la finance. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui partent dans le secteur de la finance parce que dans un environnement comme celui de la Bocconi, on est vraiment, poussé à partir dans ça, de tous les côtés. Mais après beaucoup j'aurais dit que la majorité partent en master, même si pour l'instant autour de moi, j'ai l'impression que dans ma classe, on dit beaucoup: «Ah bah, moi j'ai envie d'en rester au bachelor parce que j'en ai marre, c'est trop académiquement intensif». Mais je vois quand même au profil LinkedIn de personnes qui ont, fini le bachelor que ça part pas mal en master, que ça revient, par exemple, dans les pays d'origine pour finir un master. Les Français, par exemple, vont faire un master, à Paris ou quelque chose comme ça. Mais c'est possible, je pense, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui considèrent ça, de ne pas faire de master. Puis surtout qu'à la Bocconi, ça pousse beaucoup à faire des startups, hem, ou à partir directement en entreprise après le stage. Heu, Beaucoup de personnes font des années sabbatiques aussi. Beaucoup d'amis pour moi, dans mon bachelor en tout cas, pensent à ça. Hem, mais pas forcément des masters en computer science, j'aurais dit. Beaucoup partent en quantitative, finance ou, ou alors mais un peu moins quand même des personnes qui partent complètement en maths théorique ou en physique, parce que personne s'attendait vraiment à ça en venant à Bocconi, à devenir mathématicien. Donc mais oui, en général, ça se passe comme ça. Ouais, c'est parfait, super. On voit qu'il y a il y a de la diversité. C'est rigolo de voir que la plupart des élèves sont un peu surpris par le programme. C'est pour ça que c'est important d'aller essayer de creuser les cours avant de rentrer pour s'assurer que ça vous plaît. Oui et puis enfin, c'est quelque chose de bizarre d'être dans une université, qui est vraiment concentrée sur l'économie et puis d'être dans un programme complètement, mathématique théorique. Enfin surtout, on se dit: «Ah, on rentre dans un truc de computer science», c'est pas le cas donc il faut vraiment, voir le bachelor pour ce qu'il est. En tout cas pour l'instant pour moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est, je deviens mathématicienne. Ah, avec plein d'applications possibles. Super, bah, écoute, merci beaucoup Inès pour ton temps et la qualité de nos échanges et de ton retour d'expérience. Je pense que c'était hyper intéressant. Bonne continuation à toi, bon courage pour la suite, comme tout le monde a dit dans le chat. Bonne continuation. Et puis à très bientôt, peut-être à Milan ou ailleurs. Évidemment, merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi, d'être sur ce podcast et j'espère avoir pu aider, bah, toutes les personnes qui veulent rentrer à Bocconi et je recommande. Super, super intéressant d'avoir une perspective étudiante au-delà de la perspective des équipes d'admission. Ouais, merci à tous et à toutes pour votre participation. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast live d'Anywhere Uni. À bientôt.